Vas-y Quentin, vas-y. Alors, on va peut-être commencer. La salle est bien remplie. Merci à vous. J'ai juste besoin d'une petite trentaine de secondes parce que j'ai une démo qui risque de foirer. Donc, je vais juste déployer une petite application. Oh là là, Donc, mais Quentin, ça va pas du tout là. T'as tout oublié. Ça va pas marcher. Qu'est-ce que tu me dis, Denis? Attends, j'ai tout déployé. J'ai mis le bon cluster, j'ai mis les bons pods, j'ai mis les bonnes images, j'ai créé les services. Mais les limites, les requests, comment tu crois que ça va fonctionner? C'est si important que ça? Ah bah pas qu'un peu. Allez viens, on y va. Ok. Actor Studio. Donc, vous l'avez deviné, on va pas trop parler de C'est pas sorcier, mais juste avant d'entamer le vrai sujet qui parle de la QS dans Cube, on va commencer par se présenter. Denis? Alors moi je m'appelle Denis Germain, je suis Platform Engineering Manager chez Lucas, qui est un SaaS RH. Je tiens depuis plus de 15 ans maintenant un blog technique, blogswindler.fr, c'est mon pseudo, dans lequel je parle beaucoup d'infrastructure, de monitoring, parfois de droit du travail, des très bonnes recettes de cuisine aussi. Et plus récemment, j'ai écrit un livre sur Kubernetes, qui s'appelle Kubernetes 50 solutions pour les postes de développement et les clusters de production. Et toi Quentin? Et moi, je m'appelle Quentin Joly, je suis Platform Engineer chez Lucas. Je suis également auteur sur le site Une tasse de café, sur lequel je partage mes découvertes techniques et pas de recettes. J'anime également une chaîne Twitch en parallèle avec un binôme SRE sur lequel on présente plein d'expériences techniques. Ça marche rarement, mais quand ça marche, on est content. Voilà. Et on est là aujourd'hui, c'est pour vous présenter notre talk qui s'intitule Limit Request QS Priority Classes. On balaye ce que vous pensez savoir sur le scheduling dans Kubernetes, sauf que c'est un peu long. C'est un peu long ça comme titre. On va essayer de le court. On va essayer de trouver un truc. Donc LR, QPOB, CQ, VPS, SSL, SDK. C'est beaucoup plus court. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus compréhensible. Ok. Alors, le but, c'est pas du tout de faire une introduction de Kubernetes. J'espère que si vous êtes à Stalk, vous savez à peu près de quoi il s'agit. Mais pour qu'on parle tous le même langage, sachant qu'on va utiliser des termes de manière un peu interchangeable des fois, j'ai préparé une petite slide. Ah cool, on a le point. Donc Kubernetes, qu'est-ce que c'est que Kubernetes? C'est un orchestrateur de conteneurs, ça c'est le nom barbare. À quoi ça sert un orchestrateur de conteneurs? Ça sert à réconcilier un problème que tous les ops ont, c'est-à-dire que quand on a un ensemble d'applications logiciels qui sont ici, en l'occurrence dans des conteneurs, où on parlera parfois de pods, il faut les déployer sur un ensemble de serveurs qui sont des machines physiques ou virtuelles, peu importe. Kubernetes, un de ses rôles, un des rôles principaux de Kubernetes, c'est de réussir à faire ce placement un petit peu, on espère, intelligent entre nos applications et nos serveurs qui sont à notre disposition, notre prod. Et donc le composant qui fait ça dans Kubernetes, comme son nom l'indique, vous n'allez pas être surpris, quand je vais vous dire que ça s'appelle le scheduler. Du coup, maintenant, tu as bien compris, tu sais ce qu'on va faire pour mettre nos applications sur Kubernetes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des pods, ils vont se démarrer, puis c'est tout. Genre, tu vois, des limites, des requests, tu m'en as parlé au début, mais ça sert vraiment à quelque chose? Alors, on va voir. Je vais te montrer un petit peu. Avant de rentrer de deep dive dans cette partie en particulier, juste deux petites slides de théorie là encore. Il y a, depuis tout à l'heure, on vous parle de limites, de requests, de ressources, de serveurs. Qu'est-ce que c'est dans la terminologie Kubernetes, les limites? Les limites, ça va être une hard limit, ça va être un truc que notre application elle ne va pas pouvoir dépasser pour une ressource donnée. Donc si jamais je veux donner une certaine quantité de CPU à mon application, si elle essaye d'en consommer plus, elle ne pourra pas. Les requests, c'est pas tout à fait la même chose. C'est ce qui va permettre de donner des informations. Donc notre application va donner des informations au scheduler de Kubernetes pour que Kubernetes soit capable de positionner de manière intelligente notre application sur un nœud. Donc voilà les deux choses, limit et request, dont on a parlé depuis tout à l'heure. Et il y a plusieurs types de ressources, et je te laisse la main. Ok, donc je commence à comprendre à quoi servent les limites et les requests. Donc on peut le faire sur deux types de ressources nativement dans Kubernetes. Donc il y a les ressources compressibles, comme par exemple le CPU, qu'on peut
théoriquement partager à l'infini. Le seul impact que ça va avoir de partager une infinie d'applications, c'est que ça va juste être plus lent. Et à côté, on a également les ressources incompressibles, merci, qui, elles, sont des ressources qu'on ne peut pas théoriquement dépasser. Par exemple, de la RAM, j'ai 16 Go de RAM, bah, si j'utilise mes 16 Go, au bout d'un moment, je ne peux plus rien faire, hors cas du swap. Et pour le disque, bah, c'est pareil, si jamais je veux écrire sur un disque qui a vraiment plus d'espace, ça va forcément casser quelque part. Donc, ressources compressibles, incompressibles, c'est deux manières de gérer différemment comment est-ce qu'elles vont être allouées aux applications. Ok. Donc maintenant qu'on a dit ça, moi ce que je vous propose, c'est qu'on vérifie en live ce qui se passe si jamais je mets des limites. Hop, oh là là, c'est beaucoup trop petit là. Hop, attends. Merde, pourquoi ça marche pas? Où ça? Vas-y. Hop, comme ça. C'est pour ça que je suis le manager. Hein. Ok. Donc on a un petit ensemble de démos. Et la première démonstration, c'est que je vais vous montrer quel est l'impact d'une limite sur la performance d'une application et sa consommation en CPU. Donc tout au long de ces démos, on va utiliser plusieurs petits outils différents. Donc là on est dans un fichier en Markdown et on utilise un petit truc rigolo qui s'appelle RunMe, qui permet de lancer directement des commandes comme si vous étiez dans un... comment on appelle ça? Dans un notebook Jupyter. Merci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici un outil. Donc, une des façons de déployer Kubernetes, c'est d'utiliser quelque chose qui s'appelle Kind. Ça déploie un cluster Kubernetes dans des conteneurs Docker. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, je me suis positionné sur mon cluster Kind et je vais créer deux applications. Une application pod 100M et une autre qui s'appelle pod 1000M. Ces applications, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que calculer des nombres premiers, quelque chose de vraiment très très utile dans la vie de tous les jours. Sauf qu'il y en a une où je vais lui donner que 100 milli-CPU, donc ça veut dire que en une seconde de temps, je lui donne que 10% d'un CPU, 100 millisecondes de CPU, et l'autre, je lui donne 1000. Elle n'est pas multithreadée, donc de toute façon, ça va fonctionner. Ok. Donc là, l'application a été créée, les conteneurs sont en train d'être démarrés, et là, il est ouvert ton Grafana. Relance le tunnel, je pense, parce qu'il va... Tu crois? J'ai peur qu'il ait été tué, oui. Si tu rafraîchis... Ouais, ok. Ouais. Ouais. Il fallait que ça arrive. Ok, donc là, on a, donc dans notre cluster Kind, on a mis un Prometheus et un Grafana, donc qui va nous permettre de... Hop. Super. Donc, on a fait un petit dashboard. Et donc, dans ce petit dashboard, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'application qui est limitée à 100 milli-CPU, elle fait environ 100 000 calculs de nombres premiers par seconde, alors que celle qui en a 10 fois plus fait à peu près 10 fois plus. On remarque que la conso CPU, effectivement, donc là, c'est qu'il doit y avoir deux CPU, mais... Ah oui, non, c'est bon, voilà. On en voit bien une qui ne consomme que 10% du temps, alors que l'autre consomme presque 100. Et à l'inverse, on voit une courbe qui explose. Donc le temps, donc le CPU throttling, c'est le temps que notre application ne peut pas avoir des cycles CPU, puisque Kubernetes l'empêche de surconsommer par rapport à ce qu'elle a. Et donc là, on voit bien que 90% du temps, on se fait throttler. Et on voit bien qu'il y a une application qui fonctionne moins vite que l'autre. Hop là. On va y arriver. Toujours pas. OK. Et c'est super. Donc, hop, on va essayer de libérer le pauvre CPU. Et on va retourner au slide. Ok, donc du coup, t'as bien compris, Quentin. On fait quoi maintenant? C'est clair. Eh bien, on met des limites partout. Eh bien, FBI, fausse bonne idée. Je ne sais pas s'il y en a qui ont la ref. Ok. Sur le papier, oui, ça peut être une bonne idée, mais en fait, dans la réalité, c'est pas du tout une bonne idée. C'est pas du tout une bonne idée parce que le fonctionnement de ce throttling va avoir un impact un petit peu pervers que je vais vous montrer dans une deuxième démo. Alors, il n'y a pas de consensus
y a plutôt un consensus sur le fait qu'il vaut mieux pas trop mettre des limites, et vous allez voir pourquoi, mais certaines personnes ne sont pas d'accord. Ça, on pourra en discuter après le talk. Yes, je vais trop loin. Donc, je suis toujours dans mon petit cluster kind, et cette fois-ci, je vais déployer une application qui n'est pas throttlée, donc qui n'a pas, la limite en termes de CPU. Et après, je vais faire le même test avec une application qui a du throttling. Donc, commençons par l'application qui n'est pas throttlée. Ça prend un petit peu de temps. OK. Hop, je vais y arriver. Non, oui. Dashboard. Hop, démo numéro 2. Alors ça met un petit peu de temps à démarrer. Ou alors j'ai pas lancé le test de charge. Donc cette application là, c'est ni plus ni moins qu'un petit serveur web. Et on va utiliser un autre outil qui s'appelle Cassis, qui est un outil de test de charge, qui est développé par les gens de chez Grafana. Et qui va juste essayer de faire des calls plus ou moins rapidement sur mon application. Donc là, on voit qu'il y a il y a ce qu'on appelle les différents percentiles. Donc j'espère que vous savez tous à peu près de quoi il s'agit. Donc le P50, c'est le call médian. Donc le call médian met quelques 6 millisecondes à être répondu. Le P95, donc le 95e plus lent, lui, il met un peu plus. Bon, c'est pas une application très efficace. Là, on voit que le CPU commence à monter, le nombre de requêtes augmente, puisque Cas6 nous permet de faire une montée en charge progressive. Donc on voit que notre application, elle est quand même plutôt stable. Là, pour l'instant, on ne dépasse pas trop les 50% de CPU. Bon, ça se comporte bien. Et on va atteindre un plateau. Voilà. En grosso modo, ouais, on utilise 70% de CPU au maximum. L'application se comporte bien, elle est capable de gérer 400 requêtes par seconde. On est content. Notre test de charge s'est bien passé. Ok, l'application, on a vu en pic, elle a consommé 67%. Ok, je vais mettre une limite à 75. Ça me va. 750 milli CPU. Ça devrait marcher de la même manière, non? Je pense, ouais. Ok, donc je supprime l'application. Ah non. Ouais, je supprime l'application qui est throttlée. Ok, ça marche. Et je lance l'application qui cette fois-ci a une limite. Donc une limite à 750 milli CPU. On peut aller voir si jamais vous ne me croyez pas. Les ressources, voilà. Je lui ai mis 750 milli CPU. Ça veut dire qu'elle peut utiliser que 75% du CPU toutes les secondes. Allez, on lance le throttling et le test de charge qui va avec. Qui va démarrer bientôt. Hop. Ça prend un petit peu de temps à démarrer. Et on va voir ce qui se passe. Et normalement, il va se passer un truc bizarre. Donc là, on voit que le test a commencé. Au début, tout se passe bien. Notre application se comporte correctement. Les temps de réponse sont similaires à ce qu'on avait tout à l'heure. On est content. Et là, il va y avoir un truc étrange qui va arriver. Ah! Donc, mes calls sont à peu près traités à la même vitesse, sauf le P99 qui commence à monter fort. Normalement, ça devrait monter beaucoup plus que ça. Effet démo. Ouais, merci. Toujours le petit goût de... ok. Donc là, on voit que notre P99 éclate, donc c'est-à-dire que la plupart des requêtes sont toujours traitées dans des temps très courts. Et par contre, on a une partie des requêtes, un sous-ensemble de ces requêtes, qui mettent plus de 100 millisecondes à être traitées, voire 200 millisecondes pour le P99. Et donc ça, un petit peu de théorie. Hop, je vais vous expliquer pourquoi. Donc pourquoi on voit ça? Pourquoi il ne faut pas mettre de CPU limite, en particulier sur les applications qui sont sensibles à la latence? En fait, c'est pour ça. Comment ça marche, les CPU limites dans Kubernetes? Ça utilise Kubernetes, les conteneurs tels qu'on les utilise dans Kubernetes, ils utilisent des fonctionnalités de Linux qui s'appellent les cgroups et les namespaces. Et en particulier, les cgroups vont nous permettre d'influer sur le fonctionnement du Linux Kernel Scheduler, le CFS, le Completely Fair Scheduler, je crois. Une requête... oui, il y a une coquille. Une requête arrive. Donc, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que si j'alloue
300 milli-CPU à mon application, comme dans mon exemple ici, toutes les 100 millisecondes, on va vérifier qu'elle n'a pas consommé 30 millisecondes, puisque c'est 10%, quoi. Donc c'est par tranche de 100 millisecondes que c'est calculé par défaut. Donc ma première requête web arrive. Elle met 20 millisecondes à être traitée. Donc elle a consommé 20 millisecondes de temps CPU, donc entre le moment où la requête arrive et le moment où on répond au call HTTP. Dans cette première tranche, tout va bien, parce que j'en ai reçu qu'une. Le problème, c'est que dans la deuxième tranche, j'en ai deux qui arrivent. La première consomme 20 millisecondes de CPU, tout va bien. La deuxième commence à essayer de vouloir consommer ces 20 millisecondes de CPU, et là, pas de chance, parce qu'au bout de 10 millisecondes, on est arrivé à 30. Et donc du coup, tout se bloque. L'application ne peut plus rien faire. C'est le throttling. Et donc du coup, on va se retrouver avec 70 millisecondes de throttling, pendant lequel l'application voudrait continuer à traiter son call HTTP, mais ne peut pas. Donc on vient de rajouter, de manière complètement arbitraire, 70 millisecondes de throttling sur une partie des requêtes. On peut même arriver à des cas un peu pourris où plein de requêtes arrivent très très vite dans un temps très court, et en fait se retrouvent bloquées non pas une fois, mais 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois. Donc on comprend bien que pour tout ce qui est serveur web, c'est une très mauvaise idée de mettre des limites CPU dans Kubernetes, et c'est même encore pire sur des choses plus sensibles à la latence, comme les bases de données ou les systèmes de stockage répliqués. Très clair, là c'est la catastrophe. On va éviter. Ok, donc là tu as parlé de CPU, c'est bien, mais il y a les ressources compressibles, enfin incompressibles, pardon, comme la RAM. Il se passe quoi du coup? On en parle? Écoute, je te propose que tu nous montres. Je vais faire ça. Donc on va déployer une petite application et puis on va voir si on rentre dans le cas de ce camion ici qui arrive à pas du tout à assumer la pente. Donc on retourne dans notre petit démo. Alors j'ai une application qui a été développée par Denis, c'est le Memory Eater, et puis on sait qu'elle a tendance à consommer pas mal de ressources. Ça se voit qu'on n'est pas plateforme pour rien. Donc on va lui mettre une limite de 12 mégaoctets en mémoire, et on va voir ce qui se passe si on la déploie et si elle tente de dépasser cette limite. Donc je suis toujours dans mon kind, et je déploie ma petite application Memory Eater. Voilà, puis on va regarder ce qui se passe. Donc, elle est bien déployée, donc elle va consommer petit à petit de plus en plus de RAM. Donc là elle est à 2 mégaoctets, 4, 6, et puis si elle commence à dépasser la limite de 12, pardon, suspense, elle se fait kill, OM kill, donc out of memory kill. Ça veut dire que le kubelet a remarqué qu'elle consommait trop de ressources. Et pour protéger les autres applications qui tournent, on a préféré la tuer pour ne pas qu'elle dépasse la mémoire qu'on lui a allouée. Donc, à retenir de tout ça, c'est qu'il faut bien mettre des limites qui correspondent à l'usage de vos applications, à un usage réaliste. Et dans ce cas-là, vous le voyez, on a consommé de plus en plus, et puis à la fin, on retourne à 0 parce que le pod est tué, il peut être reschedulé, redémarrer ses tâches, mais en repartant de 0. C'est marrant, ça ressemble à une appli de prod, ça. Peut-être. Donc au final, si jamais, je résume également pour revenir aux requests, tout ce qu'on peut faire, c'est pourquoi est-ce qu'on s'embête à spécifier des requests, parce qu'en vrai, le scheduler, il peut tout gérer tout seul, non? Eh bien là, pas du tout. Là, je suis obligé de t'arrêter complètement. Je vous propose qu'on prenne une petite analogie. Imaginons qu'on a Bruno, il a des camions et il a des colis. Bruno, ces camions, ils n'ont pas tous la même capacité. Ils n'ont pas tous la même capacité en poids qu'il peut transporter. Ils n'ont pas la même capacité en volume. Et si Bruno, il n'a pas l'information sur les colis, de volume et de poids, il va avoir beaucoup de mal à savoir dans quel camion il peut mettre quel colis. Donc c'est très important de donner des indications. Vous avez compris, dans cette analogie, les camions, c'est mes nodes avec des ressources qui leur sont propres, et mes colis, c'est mes applications, et donc il faut mettre des indications sur mes applications. Si on connaît le poids du carton, pour revenir à mon analogie, du coup c'est très simple ici de savoir que le colis de 100 kg, je peux le mettre dans le camion de 100 kg, le colis de 200, je peux le mettre que dans le camion de 200, et le colis de 50, je peux le mettre dans n'importe lequel. Il va arriver des cas où on va avoir des petits problèmes quand même, mais on va dire que dans la majorité des cas, ça va bien fonctionner. On en reparlera plus tard de ça.
D'ailleurs, je te propose que tu nous montres. Je vais tester ça, je vais voir ce que tu nous as dit, mais c'est pas avec un vrai cluster. Enfin vrai, c'est ce qu'on va voir. Donc je vais déployer un nouveau petit cluster pour notre test, un truc qui s'appelle Quok. Pendant que je fais ça, tu nous parles de Quok ? Ça marche. Donc Quok, c'est pour Kubernetes without kubelet. C'est un outil assez niche, mais très rigolo, qui va nous permettre de simuler des clusters très très gros. Alors dans notre cas, ils vont pas être gigantesques, quoique ça doit peut-être dépasser un petit peu les limites de ta machine. Mais cet outil-là, en fait, il est utilisé pour pouvoir simuler potentiellement des milliers de nodes, des milliers de pods, faire des tests très complexes sur des outils de scheduling un petit peu avancés. Vous avez peut-être entendu parler d'un outil qui s'appelle Carpenter, qui permet d'économiser beaucoup sur les cloud providers, en créant des nœuds qui ont pile la bonne taille par rapport à vos workloads. Donc ça, c'est super intéressant. Et cet outil-là, on l'a utilisé pour simuler un petit peu le scheduling. Donc ce n'est pas des vraies applications qui sont déployées, c'est vraiment un simulateur. Et c'est pour ça que c'est très chouette, parce que ça prend 0 ressources. Et donc là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai déployé mon petit binaire Quok et je lui ai créé des manifestes nodes. Alors ça, ce ne sont pas des ressources que l'on peut théoriquement créer dans Kubernetes. Sauf que quand je le fais dans Quok, il va me générer des simulateurs de nodes, comme vient de le dire Denis. Donc là, j'ai généré 3 nodes. Ces 3 nodes ont des capacités différentes. Donc, par exemple, ici, j'ai le node small qui va avoir 2 CPU et 4 Go. Et puis un peu plus bas, on va avoir le node large qui lui va avoir 8 CPU, donc 8000 milli-CPU et 16 Go de RAM. Évidemment, comme il a dit Denis, ce ne sont pas des réels nodes, mais ça va nous permettre de faire notre petite simulation. Donc là, je les ai créés. On voit bien que quand je fais un kubectl get, j'ai bien mes nodes disponibles. Et maintenant, on va voir ce qui se passe si jamais je schedule des pods. Donc j'ai 3 pods de près. Chaque pod a des ressources différentes, des ressources allouées différentes. Donc je vais les créer. Et puis je vais voir où est-ce qu'ils apparaissent. Donc on voit bien que le large est allé sur le node large, que les mediums sont également allés sur le node large, et le small aussi, parce que pourquoi pas, tant qu'il a des ressources, utilisons-les. Et puis le node medium aura eu 2 pods, et le node small, il ne va pas servir à grand chose. Donc ça, c'est un contexte totalement normal. Je n'ai pas forcément mis de règles particulières pour qu'elles se schedulent sur les nodes adaptés. Et qu'est-ce qui se passe maintenant si jamais j'ai des pods qui nécessitent un peu plus? Donc là, j'ai les pods que j'appelle saturation. Donc là, on va demander des ressources beaucoup plus élevées, des ressources que théoriquement on n'a plus, parce qu'elles sont déjà utilisées par les autres pods. Et donc ça, dans un mécanisme, dans un contexte Kubernetes, on va avoir des pods qui vont rester en pending. Donc concrètement, si on n'a pas les ressources pour les démarrer, ne les démarrons pas. Et laissez-les en attente d'obtenir ces ressources. Et puis si à un moment on a des nodes plus puissants, ils pourront se scheduler dessus. Et sauf que là, on est un peu bloqué. On voit bien, là, il y a écrit Insufficient CPU. Si je montre la souris, hop là, pardon. Insufficient CPU, voilà. Donc Kubernetes nous explique et nous dit aussi pourquoi il n'a pas pu scheduler. Pardon, excuse-moi Quentin. Non, mais tu as totalement raison, je suis passé un peu vite dessus. Donc voilà, Kubernetes nous dit bien pourquoi est-ce qu'on les a pas. Et donc là, on est totalement bloqué. On verra un petit peu plus tard un mécanisme pour sortir de cette situation, mais là, pour le moment, l'état où on ne peut pas forcément aller plus loin. Et d'ailleurs, si on regarde tous les nodes, on voit qu'ils sont à leur limite de ce qu'ils peuvent obtenir. Donc en termes de request, le node large est à 95% d'utilisation de ses ressources. Le medium, 50, mais lui, il a beaucoup moins de ressources, donc on ne peut toujours pas scheduler les pods de saturation. Et le seul pod de démarrer sur le node small, pareil, occupe en 75%. Donc, on a vu qu'est-ce qui se passe si jamais on met bien les colis, enfin si on associe bien le bon poids au bon node, mais on peut quand même rentrer dans un cas où on n'en a juste pas assez. Donc maintenant, le cas classique qu'on pourrait se dire, c'est pourquoi mettre des requests, on a juste à en mettre des toutes petites, et comme ça on est sûr que tous les pods démarrent. Simple, non? Ouais, ça me paraît un petit peu limité. On va avoir 2 cas où ça va être problématique, et ça va dépendre de si c'est des requests qui sont compressibles ou incompressibles. Le cas le plus simple à comprendre, c'est le cas des requests sur les ressources incompressibles. Si jamais, pour être sûr que mon application soit schedule sur un nœud, je mets des requests qui ne correspondent pas du tout à ce que mon application va consommer en RAM sur mon cluster, ok, l'application va être schedule. Le truc, c'est qu'elle va être schedule sur un nœud qui aura potentiellement, sur le moment, pas assez de ressources pour démarrer l'application, donc du coup elle va crash instantanément, ou alors
Pire, ça peut arriver un peu plus tard si à un moment donné il y a un pic de charge et que la mémoire augmente d'un coup. Donc c'est pas du tout une bonne idée, c'est très très important de mettre des requests qui sont très très représentatives de la consommation de RAM en temps normal de mon application. Ça c'est la première chose. C'est clair. Mais il y a encore un peu plus pervers, c'est si jamais je mets des requests très basses sur mes applications, mais des requests de CPU. Il va se passer plusieurs petits mécanismes un peu pénibles. Comment ça fonctionne? Les requests pour les CPU, ça ne sert pas uniquement pour le scheduling. Ça va aussi servir à déterminer quel est le poids de notre application qu'on va lui donner si jamais il y a plusieurs applications qui veulent consommer le CPU en même temps. C'est ce que je vais vous montrer dans la démo suivante. Ok, hop. Remonte plus haut. Je me suis planté. Ah oui, d'accord. Ok. Donc on est toujours dans notre cluster kind, décidément. Et je vais créer deux applications strictement identiques, toujours les mêmes, celles qui consomment du CPU pour calculer des nombres premiers. C'est vraiment une application que j'aime beaucoup. Il y en a une où on n'a pas mis de limite sur ces applications, donc théoriquement elles vont vouloir toutes les deux consommer tout le CPU qui est disponible. Par contre, on a mis des requests. Sur la première, j'ai mis une request de 50 milli-CPU, et sur la deuxième, j'ai mis une request de 500 milli-CPU. Et on va voir s'il y a des petites différences. Donc là, normalement, ils sont correctement déployés. OK. Donc dans les fameux 6 groupes, on va voir qu'en fait, elles n'ont pas le même poids, ces deux applications. Il y en a une qui a un poids de 2 et l'autre qui a un poids de 20, 10 fois plus. Ça paraît logique puisque j'ai mis 50 d'un côté et 500 de l'autre. Et allons voir maintenant ce que ça donne dans Grafana. Hop, on va y arriver. En fait, ce qu'on voit ici, c'est que les deux applications, elles ont du CPU qui est disponible. Et le truc, c'est que celle qui a une toute petite request CPU, en fait, elle va être pénalisée par rapport à celle qui a une très grande request CPU, parce qu'elle ne va pas avoir le même poids, elle ne va pas pouvoir consommer autant de CPU, même s'il est disponible, elle ne va pas être capable de consommer autant de CPU que celle qui a une grosse request CPU. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le mécanisme pour répartir le CPU via les C-groupes. Donc c'est quand même assez important de garder des requests réalistes, même pour les CPU. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu n'as pas mis de limite, tu as juste mis des requests, et il y a quand même une différence dans les performances entre les deux applications. C'est vrai que j'ai été un peu vite. Hop. Effectivement, c'est exactement ce que je te dis. Il y en a une qui va aller faire beaucoup plus d'opérations que l'autre parce qu'elle aura plus de CPU. Et un petit point que j'ai rajouté par rapport à la dernière fois où on a fait cette conférence, c'est que j'avais envie de prouver que les requests, c'est bien une réservation. Et une réservation, ça veut dire que si on réserve la capacité de CPU, on l'aura. Si jamais je mets, sur l'exemple que je mets dans la slide, 400 milli-CPU, eh ben, normalement, Kubernetes va se débrouiller pour que cette application n'ait jamais moins que ces 400 milli-CPU. Et j'ai rajouté une petite démo pour montrer ça, pour vous en convaincre. Alors là, on change d'outil. On va pas partir sur... Il est démarré du coup, j'imagine? Il devrait. Yes. Ça marche. On va pas utiliser Kind dans cette démo parce que j'avais besoin de créer une petite machine virtuelle avec des capacités bien spécifiques. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'on a utilisé un outil qui s'appelle LimaVM, qui a un binaire qui s'appelle LimaCTL qui permet de le... Merci. Ça marche bien. Effet démo. Oui, ça va être le petit fail.
Ok. Je te pique la place. Ouais, vas-y. Non, mais après, je peux. Bon, bref. Donc, du coup, parmi toutes les méthodes pour déployer Kubernetes, on peut utiliser un outil qui s'appelle Lima ou Colima, qui est une surcouche au-dessus de Lima. Lima VM, c'est ni plus ni moins qu'une façon de déclarer des VM sous Linux et macOS avec du code. Et ça marche assez bien. Et il y a des templates déjà prêts à l'emploi pour déployer du Kubernetes. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé ça ici. Et là, on est en train de créer une VM en live. Donc là, faites pas ça chez vous, c'est réalisé par des experts. Donc dans l'idée, on devrait avoir, si jamais on ne s'est pas foiré, ce qui n'est pas impossible, on devrait avoir donc un petit K3S qui va démarrer, et dans ce K3S, c'est une vraie machine virtuelle, c'est pas juste des conteneurs comme Kind. Ouais. Oui, oui, ça doit être un K3S, oui. Et ben voilà, cette démo ne fonctionne pas. Voilà, c'est pas grave, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Bon, c'est un petit peu dommage, mais on avait quand même prévu une petite capture d'écran. Donc dans cette démo, qu'est-ce qu'on était censé vous montrer? On était censé vous montrer le déploiement de 3 applications différentes. Une qui s'appelle Victim, qui est une application qui, elle, a bien mis ses 400 milli CPU de réservation. Et une application Agressor, j'en avais même mis 2 réplicas, qui elle n'a pas de request. Donc elle va essayer de consommer tout le CPU, mais comme l'application Victim a bien déclaré qu'elle avait besoin pour fonctionner correctement de 400 milli CPU, le scheduler de Linux côté CPU lui donne toujours ses 400 milli. Donc on ne peut pas descendre sous ces 400 milli, ils sont réservés pour cette application. Il fallait bien que sur les 8 démos, il y en ait une qui foire. C'est beau. Bon, ça marche. Donc une nouvelle fois, tu as appuyé sur le fait que malgré des requests différents, on a un gros changement dans les performances. Okay. Yes. Mais moi, ce que j'aimerais bien savoir maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais on charge la mule? Si jamais je vais volontairement mettre trop d'applications dans mon cluster, ou pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas, il va y en avoir trop à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va regarder ça ensemble. Donc, il faut savoir que dans Kubernetes, en fonction des limites et des requests qu'on a paramétrés sur nos pods, il va y avoir une classe qui va y être appliquée. Donc, ce qu'on appelle une QoS, une Quality of Service. Ces classes, il y en a 3 dans Kubernetes. Je vous montre les 3 ici. Donc, par exemple, si on ne met pas de limite ou pas de request, dans ce cas-là, on rentre dans la classe Best Effort. On va voir après qu'est-ce que ça implique. Si jamais on met les mêmes limites et les mêmes requests, on rentre dans la classe Guaranteed, et si à l'inverse on met soit des limites soit des requests ou des valeurs différentes pour les deux, on rentre dans la classe Burstable. Et ça va changer énormément en fonction de si jamais on n'a plus de ressources dans le cluster. Je vais vous montrer ça. Donc si on reprend le principe avec Bruno, notre livreur préféré, donc il va y avoir un camion qui va être tellement chargé qu'il va avoir besoin de faire de la place. On va regarder ça dans un contexte cube maintenant. Donc, hop, petite démo 7, et on va parler de l'éviction. Donc là, alors on va refaire une démo avec Lima, j'espère que ça va fonctionner. Bon, ce cluster-là fonctionne. Toujours Lima, donc c'est ce qu'on parlait juste avant, donc c'est un petit cluster qui est virtualisé sur le Mac actuellement. Donc j'ai déployé 3 pods qui sont pour l'instant en pending, qui devraient pas être en pending. Donc on va regarder pourquoi est-ce qu'ils le sont. Donc là c'est débugage en live. Donc ce que je vais vous montrer, c'est que, à travers cette démo, c'est que dans ces 3 applications, donc il y a chacune application, il y en a une qui est en Best Effort, l'une qui est en Burstable et l'une dernière qui est en Guaranteed. Et l'idée c'est de voir comment est-ce que Kubernetes va se comporter si jamais on va artificiellement surcharger le cluster en simulant de la charge. Donc on ne va pas le faire avec K6 qui lui va permettre de tester une application, mais on va plus rajouter à l'intérieur de la VM, rajouter à l'intérieur de la VM un petit processus hors cube, histoire d'être sûr qu'il ne soit pas géré par le kubelet et qu'il ne soit pas tué par sécurité, et voir qu'est-ce que fait le kubelet si on n'a plus ses ressources. Donc là j'ai mes 3 pods qui ont été démarrés, donc ils sont tous en running, ils vont bien, et tout se passe bien, et on a suffisamment de ressources pour que tout le monde ait ce qu'il faut pour démarrer. Et maintenant, c'est là où je vais faire mon bourrin, et je vais lancer un StressNG. Donc StressNG, c'est un petit programme qui va
créer, qui va faire du mouvement dans le cluster. Donc ça peut être du CPU, ça peut être s'allouer de la RAM à lui-même. Et l'idée, c'est de tester, de voir comment est-ce que se comporte un serveur, et en l'occurrence là, nos pods, si jamais on lance ce fameux stress test. Donc je le fais, et puis rapidement, on va continuer à regarder notre kubectl getPod. Donc j'utilise un binaire qui s'appelle le cloak, qui permet juste de faire des requêtes en boucle. C'est un peu comme quand vous faites un getpod-w, un watch, sauf que là, ça nous permet d'avoir une interface un peu plus belle, quoi. Il a l'air bloqué ton clock. Ça va bien se passer, non, j'y crois. C'est vrai qu'il a l'air un peu bloqué. C'est possible aussi que le stress test ait été trop efficace. Et du coup, on ait tué le pod, mais plus que les pods. Je crois je crois que la machine est freeze. Aïe, aïe. Et c'est peut-être un nouveau fail. Zut. Donc, je vais lui demander de fermer les yeux et d'imaginer très fort ce qui aurait dû se passer. Donc, lorsque le stress va démarrer, il va allouer de plus en plus de... de plus en plus de ressources, et au bout d'un moment, le kubelet va se dire « Ok, donc je rentre dans un seuil où j'ai plus assez pour que mes pods puissent fonctionner correctement. » Donc lui, il va essayer de faire de l'éviction, ça veut dire libérer de la charge, libérer des ressources. Donc c'est là où la QoS, celle dont on a parlé juste avant, entre en jeu. Donc dans l'ordre, il va toujours essayer de dégager les pods qui sont en best effort. C'est ceux où on se dit, voilà, si on a suffisamment de ressources et si tout va bien, on les accepte, mais en cas de crise, on les dégage. Donc il va d'abord dégager les best efforts. Donc il y aura un statut qui va s'appeler l'éviction, dessus, sur le pod, quand vous regardez les événements. Ensuite, dans l'ordre, il va ensuite en retirer les burstables. Et ensuite, le cas vraiment qu'on ne veut pas atteindre, c'est le cas où il va retirer les guaranteed. Mais ça, c'est vraiment un cas où s'il n'a pas réussi à libérer suffisamment de ressources. Et dans notre cas, en vrai, il n'aurait jamais réussi parce que libérer des pods, c'est bien, mais notre binaire, il tourne à côté, il ne tourne pas dans le cluster. Donc, c'est ce qu'on aurait dû voir à travers cette démo. Et maintenant, il y a l'autre mécanisme, il y a le fait de, si jamais on a un camion qui est déjà plein, et on veut rajouter en plus un nouveau conteneur, donc rajouter un pod dans un cluster qui est déjà plein en termes de ressources. Donc j'ai essayé de vous montrer ça, et cette fois je croise les doigts fort. Oui. Yes. Donc cette fois on n'est pas dans Colima, on retourne dans Coq, ce qui, j'espère, est un peu plus confortable parce que les démos ont réussi juste avant. Et cette fois je vais lui demander de créer juste un node et de lui mettre 4 CPU ou 4000 milli-CPU. Donc, touk. Et d'ailleurs j'ai menti, il y a un petit fail parce qu'on n'aurait pas dû avoir... le cluster juste avant, c'est pas grave, on va juste le recréer. Au moins, c'est assez rapide. Donc voilà, il nous a recréé. On a bien notre node unique avec nos 4 CPU. Et cette fois, je vais créer ce qu'on appelle des priority classes. Donc les priority classes, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est juste une valeur, voilà, un int, qui va permettre de juger de à quel point est-ce que notre pod est prioritaire, comme son nom l'indique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que là, j'ai créé deux priority classes, la low priority et la high priority. La low priority a une valeur de 100, la high a une valeur de 200, et ce qu'il faut retenir, c'est que plus la valeur est grande, plus le pod est prioritaire. Dans mon pod, pour vous le montrer, j'ai juste mis ce champ-là, la priority class name, qui va correspondre à quelle priority classes il correspond. Donc, je vais créer mon pod, donc uniquement le low priority, et tout va bien, il est démarré. Et ce qu'il faut voir dans ce pod, c'est qu'il a besoin de 3 CPU, ou 3000 milli-CPU. Et nous, on n'en a que 4. Donc si jamais je veux déployer mon autre application, le pod high priority, eh ben, lui qui en demande également 3, il devrait rester en pending. Parce que... 3 plus 3, 6. Wow. Fallait pas répondre. J'aurais pas su dire. Et il devrait rester en pending, parce que forcément, on n'a pas les ressources, comme l'a dit Denis, on n'a que 4, et 3 plus 3, ça fait 6. Donc, si jamais je crée mon pod high priority, il se schedule. Fou. Quelle est donc cette diablerie? Mais on va regarder ça. Et d'ailleurs, tu as remarqué que quand on fait le getPod, il m'affiche plus le premier. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé alors? On va regarder les events, et puis surtout, on va remarquer que si on fait un describe sur le pod high priority, il y a bien eu un moment où il s'est dit, j'ai pas de CPU, où le scheduler a dit, je ne peux pas démarrer ce pod.
Et juste dans la même seconde, parce que grâce à que tout est très rapide, il a réussi à s'assigner sur le bon node. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a tué le premier pod, ou du moins le scheduler Kubernetes a tué le premier pod, le low priority, pour faire de la place sur le high priority. Et c'est ce qu'on voit avec la première commande. Sur les events, on voit qu'il y a eu un événement de préemption sur le low priority. Et donc c'est ce qui se passe si jamais vous avez besoin de charger un cluster et que vous avez des applications qui sont moins prioritaires que d'autres, vous pouvez toujours utiliser ce mécanisme de priority classes pour libérer de la place et assurer que tout se schedule bien, enfin les applications les plus prioritaires se schedulent bien. Et si jamais vous avez des problèmes de livraison à cause d'Amazon, vous savez pourquoi. Ouais, je crois que c'est la slide d'après du coup. Je suis parti... je suis allé peut-être un petit peu vite. Oui, t'as loupé quelques slides. Mais 2 démos pour le prix d'une. Donc, on a vu quand même pas mal de choses. On avait 8 démos, dont 2 qui ont raté malheureusement. Mais ce serait quand même bien si on arrive à résumer un peu les idées qu'on veut faire passer à travers ça. Ok. Alors, moi, j'aimerais que vous partiez de ce talk avec 3 takeaways. La première, c'est que même si tout le monde n'est pas d'accord, le consensus, c'est plutôt qu'il vaut mieux ne pas mettre de limite CPU dans Kubernetes. Sauf si vous le savez, il y a forcément toujours des cas particuliers, on pourra en débattre. Mais surtout, jamais sur les bases de données, jamais sur les services qui sont très sensibles à la latence, comme les serveurs web. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je pense qu'avec toutes nos démos, vous avez compris maintenant un truc important, c'est que toutes vos applications sur Kubernetes, elles doivent toutes avoir des requests et des limites qui soient réalistes. Si vous ne mettez pas de requests et de limites, vous êtes en best effort, donc potentiellement vous pouvez vous faire evict. Si vous mettez des trop petites requests CPU, vous allez vous faire manger le CPU par quelqu'un d'autre. Et si vous mettez pas des bonnes requests RAM, vous allez vous retrouver avec un cluster des applications qui plantent dans le cluster. Très bon récap. Et la dernière chose qu'il faut retenir, c'est que QoS et Priority Classes, c'est 2 mécanismes qui vont nous aider à gérer les moments où le cluster est dans le mal, où il y a trop de choses, mais c'est 2 mécanismes qui sont différents et complémentaires. La QoS, c'est vraiment la survie. Assurer la survie des applications les plus importantes quand il y a une surcharge qui est inattendue. Et à l'inverse, les Priority Classes, elles, ça va nous permettre de s'assurer qu'on peut déployer des applications qui sont critiques dans un cluster qui est déjà plein. Il ne nous reste qu'à vous remercier d'avoir assisté à notre conférence, c'était un plaisir de la donner. Donc un énorme merci à vous d'être rentré dans cette salle et d'avoir pu voir 2 zigotos faire des bricoles sur un cluster cube, et également à la Tour Entech de nous avoir accueillis. Donc, merci beaucoup. Merci encore à vous tous. Et c'est une présentation qui est assez jeune, donc n'hésitez pas à nous faire des petits feedbacks, c'est très important pour nous. Style les démos marchent pas, c'est possible. Bref, ça je crois qu'on sait. Dites-nous comment nous améliorer, merci Florence. Et si vous avez des questions, je ne sais pas combien de temps il nous reste. On a quelques minutes pour répondre à vos questions, si vous en avez. Si vous avez des questions, oui. Ok. Yes. Donc la question c'est, quand j'ai besoin de savoir le poids d'un colis, c'est facile, je prends ma balance. Comment on fait pour les pods? Alors, il n'y a pas de méthode magique, ça va être de l'expérimentation, tout simplement. Donc on lance, on voit, on essaye d'avoir une application avec une charge réaliste en prod ou pas en prod si on a pu le faire avant. Et puis on fixe. C'est itératif, c'est-à-dire qu'au début elles vont être pourries. Et puis au fur et à mesure elles vont être de mieux en mieux. Il y a quelques tools qui permettent aussi d'analyser ce qu'il y a dans ton cluster, donc tu peux le faire à la main. Mais il y a quelques tools qui permettent de te dire, bon bah celle-ci tu devrais plutôt mettre ça là. Donc il y a Goldilocks, il y a... Les VPA. Pardon? Les Ouais, VPA les aussi. VPA, c'est donc un mécanisme intégré directement dans Kubernetes, les virtual Pod autoscaler. pod autoscaler, merci. Il y a un autre outil, mais je ne me souviens plus, mais je le retrouverai. Pour moi, tu as cité les 2, VPA et Goldilock. Et il y en a un troisième qui est bien, KRR, Kubernetes Resource Request, un truc comme ça. Voilà, donc il n'y a pas de méthode miracle.
Alors, Ouais. pardon, je suis désolé. j'ai pas Le entendu début, la on n'a pas question. entendu. On a compris. Ah oui, quel est le rôle des requests et limites? Dans le cadre des HPA, c'est ça? Ok. Bah pour les HPA, donc horizontal pod autoscaler, c'est lorsque un pod va être proche de sa limite, si je me trompe pas. Tu corriges-moi si je me trompe. Ben, non, Et parce qu'en fait, tu fixes tu fixes des barrières sur les HPA. J'avoue que j'ai un petit trou là sur. Je veux pas te dire de bêtises. On re-regardera, mais dans les HPA, tu peux mettre X% de, par exemple, CPU, RAM, etc. Et je sais plus si c'est par rapport au request, aux limites, s'il y a un rapport ou pas. j'étais resté là-dessus aussi, que c'était par rapport moi c'était par rapport aux limites, Ouais. mais dans le doute, j'ai envie de te dire On, oui que c'est on vis-à-vis de reverra ça. après si tu veux le talk. C'est ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais. Oui, c'est un des points, effectivement. Donc les QoS Guaranteed nécessitent d'avoir des limites sur les CPU. Et donc du coup, potentiellement, tu peux te retrouver avec des problématiques de throttling. Donc si jamais on veut absolument des pods en Guaranteed, eh ben, on est obligé de mettre des limites et potentiellement on va avoir des soucis. Tu as des trucs, t'as des options qui permettent de changer la façon dont les CPU sont alloués. Tu peux, plutôt que ce soit réparti, si tu as une machine avec genre 10 cœurs, le scheduler de Linux, il va donner un petit bout d'un, un petit bout de l'autre, etc. Tu peux lui dire, j'affecte physiquement un CPU, ou deux CPU, ou trois CPU à ce programme. Et si tu fais ça, du coup, tu n'as plus de problématique de throttling. Parce que ton CPU, il t'est garanti, mais vraiment, enfin, genre le core, quoi, le core numéro 8, il est pour ton app. Et donc, du coup, si tu as vraiment besoin d'avoir des apps en guaranteed, le plus safe, c'est d'utiliser cette technique-là. Oui? Oui. Voilà, c'est ce que. Alors, donc la question, c'est si on met des priority class très importantes, est-ce que ça permet un peu de passer outre ces problématiques-là? Alors, pas complètement, parce que justement, parce que ce qu'on n'a pas pu montrer, donc l'éviction, c'est vraiment un mécanisme qui est à part. Les priority classes, c'est au moment du scheduling, il n'y a plus de place, je dégage les pods qui sont pas bons. Par contre, les QoS et les évictions, c'est vraiment, oh là là, il n'y a plus de RAM, c'est la cata, il faut que je le libère de la place vite, vite, vite. Et là, il se base pas du tout sur les priority classes pour déterminer. Alors peut-être un petit peu, mais en gros, il se base en priorité sur d'autres critères et notamment les QoS pour déterminer qui doit dégager en premier. Donc c'est pas la priority classes qui sera prépondérante dans ce cas-là. Eh ben parfait. Ben, merci encore à vous et à la Tour Integ Merci d'avoir été beaucoup. présent. Et bon appétit. Ah oui, c'est l'heure.